Ça s'appelle la baie de Cantena. C'est une des plus belles baies de la rivière Amaya. Et vous voyez tous les couleurs, c'est vraiment une baie magique. Admettons que vous ayez 3 millions d'euros. Vous seriez allé voir Olivia Naman, dont la famille est la plus grande propriétaire hôtelière de Tulum et qui propose aussi à la vente l'une de ses 22 suites face à la mer des Caraïbes. Vue mer obligatoire. C'est toujours un mieux, c'est toujours un plus et c'est ce que les gens, je pense, recherchent quand ils viennent dans les Caraïbes. Cuisine équipée, 3 chambres et leur salle de bain. Tenemos que usar el producto para planchar bien antes que entren los huéspedes. ¿Nos enseñas el roof? La superficie du plus grand appartement, 560 mètres carrés. Oh, wow! ¡Qué vista tiene este depa! Avec une petite piscine privée. Se calienta. Sí. Vous n'avez pas 3 millions d'euros. Vous pouvez toujours louer l'une de ces suites quand leurs propriétaires ne sont pas là. 1 000 € la nuit, 2 fois plus en haute saison. Un paradis, comme Tulum s'étant créé, caché, exclusif. Voilà pourquoi on la surnomme parfois la Saint-Tropez du Mexique. D'une certaine façon, la ville se résume d'abord à ça. 5 km de plage, un liseré blanc qui sépare la jungle maya de la mer des Caraïbes. Comme ils devaient être heureux, les hippies, qui dans les années 70 ont découvert cet endroit, avec quelques cabanes en bois seulement. Depuis, Tulum a changé. Mais elle a gardé cet esprit hippie chic. On vous fait des défilés de mode directement sur la plage. On vit sain. En tous les cas, jusqu'à ce que les soirées commencent. Elles sont devenues particulièrement célèbres à Tulum en plein Covid. Des dizaines de milliers de fêtards se sont dirigés vers le Mexique, resté ouvert pendant la pandémie. Et dans un pays gangréné par les cartels, le trafic de drogue a augmenté de plus de 700% à cette période. Depuis, plusieurs faits divers ont terni l'image de la ville, notamment la mort de 2 touristes tués en 2021 lors d'un règlement de compte entre gangs. La police et l'armée sont désormais omniprésentes, jusque sur la plage. Les touristes, eux, essayent de ne pas trop y penser. Ils ont de toute façon une séance de yoga à finir. Olivia Naman s'est installée à Tulum avec son frère et ses parents il y a 6 ans. Ces Belges, qui ont fait fortune dans la vente, sont tellement puissants ici qu'ils ont créé leur propre zone hôtelière. South Tulum. Ici, vous avez le premier hôtel, ça s'appelle Sheila. Ça nous appartient aussi. Ici, vous avez Radu, un peu plus jeune, un peu plus bédouin, à grande piscine. Là, vous avez Encantada, c'est 8 chambres. Et très lune de miel, très romantique, très cosy, très très beau. J'adore. Ici, vous avez l'entrée de la valise côté plage. Entrée très discrète, volontaire. Vous avez notre restaurant, le Nou. Oscar, ¿pueden limpiar la placa? Tu sais, c'est des détails, ça sans déconner, je leur demande tous les jours. Et pourquoi ça vous obsède autant? Parce que le luxe, c'est la propreté, c'est l'anticipation, c'est l'attention aux détails et que c'est quelque chose qui est très important. Si on offre du luxe, on fait attention aux détails. Un empire. Comment están? Surnommé le district Naman. Chaque établissement a sa particularité. Chambre la moins chère, 300 € la nuit. La plus chère, 3000. Entonces, ¿cómo vamos con el grupo? Tout va très bien, c'est leur dernier jour aujourd'hui. En ce moment, l'hôtel Nest a été entièrement réservé par une famille irlandaise. 15 000 € pour 3 jours. Il y a eu le mariage hier, ils ont eu beaucoup de chance, il a fait très très beau. Le mariage a eu lieu ici, on organise toutes les fêtes, la réception, la cérémonie religieuse, parfois aussi des cérémonies mayas, des cérémonies du cacao. Toutes les folies ou presque sont permises. Cabane de luxe, dans la jungle. Qué impresionante esta selva.
lit à la Belle Étoile. Et en fait, le lit sort sur les rails, littéralement, sur la mer des Caraïbes. C'est le seul lit à Touloum qui a ça. La clientèle, des chefs d'entreprise français connus, des stars d'Hollywood. L'hôtel va même devenir prochainement un décor de film. Cette chambre va probablement être dans une série très très connue de Netflix dont je tairai le nom. Mais ils sont venus voir et en fait, ils vont probablement réserver tout l'hôtel. Et c'est cette chambre qui les a décidés pour filmer des séquences très particulières. Ouais. On est très très fiers. Penchez-vous en arrière en ouvrant votre poitrine et soufflez encore une fois jusqu'en bas. Méditation, bien-être, yoga. C'est ce que les clients d'Enaman viennent chercher. Il y a une légende qui dit qu'il y a eu une météorite qui est tombée à Touloum il y a des années. Il y a une énergie spéciale dans ce lieu que vous pouvez ressentir. Vous vous sentez aligné avec la nature, un peu comme une détox numérique. Namasté, merci beaucoup. Touloum a même sa propre mode. On arrive classique, comme cette touriste belge. On ressort Jeep Set. Confortable. Gypsy, Jet Set. Je suppose que ça, c'est très Touloum. Style bohémien, couleur naturelle comme ça. Loose, confortable. Dans ce monde cool, en apparence, mieux vaut quand même avoir les moyens. Sinon, les plus belles plages restent inaccessibles. Les gens ne viennent pas parce qu'il n'y a pas d'accès facile. Ils doivent marcher beaucoup, 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 parce que quasi toutes les plages sont avec un hôtel. Donc les plages de cette zone ne sont pas facilement accessibles. C'est pas un peu, comment dire, élitiste? Si, mais c'est ça le luxe aussi. C'est ça, les gens payent pour avoir cette plage. L'esprit hippie semble loin. Pourtant, il attire encore. Carla a littéralement plongé dedans. Après être venue à Touloum tous les ans en vacances avec sa famille depuis l'âge de 8 ans, elle s'y est définitivement installée il y a 3 ans. Gestionnaire d'appartements en location et professeur de fitness. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? La paix, le calme et la paix. Je regarde les feuilles, je regarde le ciel. Ce matin, elle va découvrir dans ce centre spirituel très connu à Touloum la water therapy, la thérapie par l'eau. Avec Doug. Certaines personnes peuvent avoir une peur de l'eau liée au traumatisme de la naissance. Donc cette thérapie donne à des gens un sentiment d'être de retour dans le ventre. C'est très doux d'expérimenter ça en tant qu'adulte. La naissance serait un traumatisme, jamais réglé. Relaxe ton esprit. C'est naturel au départ. Replonger de cette façon permettrait, selon Doug, d'en atténuer les effets. T'as l'impression d'être dans le ventre de ta maman. Mon cerveau, il est complètement déconnecté. C'est très étrange comme sensation, mais c'est super relaxant. Relax. Sauf qu'il suffit de tourner la tête pour découvrir un paradis sous surveillance. Caméras, vigiles, partout. Les narcotrafiquants sont toujours là. Et une tragique actualité est venue le rappeler il y a un mois. Dans le Quintana Roo, le procureur enquête sur une attaque à Touloum dans laquelle est mort le chef de la sécurité, tué de plusieurs balles, tiré depuis une moto par 2 hommes. L'enquête parle désormais de règlement de compte. Les assassins du commandant Bautista faisaient partie d'un gang connu au Mexique. On essaye de faire toucher les talons. On lève. 1, 2, 3. Le nouveau chef de la sécurité de Touloum, le voici, Fernando Garcia, en tenue légère, mais lourdement escorté. Il participe à un événement organisé par le gouvernement
pour promouvoir le sport plutôt que la drogue. Comment se sent-on quand on succède à un homme assassiné? J'ai ma femme, mes 2 enfants, ma mère et mon père qui sont encore en vie. Je sais qu'ils sont inquiets. Et est-ce que votre famille est sous protection? Ma famille, non. Elle n'est pas encore escortée comme moi, je le suis. Mais nous vivons dans un complexe qui a sa sécurité privée. Passe-moi mon gilet pare-balles. Avant même de s'attaquer au cartel, le nouveau commandant doit continuer une autre mission. En finir avec la corruption de la police elle-même. C2, toutes les unités au rapport sur vos 10-20. Les touristes avaient paradoxalement plus peur du racket et de la violence des forces de l'ordre que de celle des narcotrafiquants. Donc vous avez renvoyé les mauvais éléments? Oui, l'objectif principal de ce projet, c'est de nettoyer la police. Il faut que les gens puissent avoir confiance. Désormais, les policiers doivent faire une formation, un examen médical, un examen écrit et un examen de confiance. En 6 mois, le nombre de plaintes contre des policiers est passé de 70 à 6. Ce n'est donc pas une opération anti-drogue que le commandant va mener sur la plage, mais une opération séduction. Bonjour. Auprès des touristes. Comment ça va les enfants? Bonjour, ça va? Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Merci. Vous n'avez pas l'impression de faire peur aux touristes? Notre but, c'est que le crime organisé sache que nous avons le personnel formé et préparé pour faire face à n'importe quelle situation, notamment ici, sur cette zone côtière. La mairie de Touloum a même développé une police spéciale, la police exécutive, chargée de la surveillance des hôtels. Son chef, Hector Tapia, nous explique que l'établissement auquel ils sont affectés leur verse en plus de leur salaire de fonctionnaire une prime. C'est à peu près 700 €. 700 € par mois. Pas mal, quand on sait que le salaire moyen d'un policier au Mexique est de 1 200 €. La consigne est claire, il faut se montrer. Vous êtes prêts? On fait le trajet normal. La zone côtière, les bidonvilles, le centre et l'autre bidonville. De 17h à 8h, c'est l'officier Hervert qui prend le relais. Avec une armée à ses côtés, en tenue de combat. Mais personne ne se bat. Un accident sur la route. Ils font la circulation. Elle était seule sur cette moto. Qui conduisait la moto? Je suppose que c'était elle. Elle n'est pas ivre, elle a juste glissé. Ok. Un peu plus tard, ils organisent un barrage au milieu de la route. Bonsoir, Nicolas de la police. On organise une patrouille pour s'assurer que vous ne transportez pas de substances illicites. Une vingtaine de véhicules contrôlés. Rien d'illégal. C'est bon, allez-y. On est dans la zone de Zoriana, dans la dernière partie du bidonville. Le bidonville de Touloum. Là où beaucoup de salariés des grands hôtels vivent, là aussi où la drogue serait stockée. Mais l'unité n'a presque toujours qu'un rôle d'observation. Vous ne pouvez pas rentrer dans les maisons? Non, on ne peut pas. Sauf si on nous signale une personne qui a besoin d'aide ou dont la vie est en danger. Là, on rentre si on en reçoit l'ordre. La police dit avoir saisi 1,3 kg de drogues diverses depuis le début de l'année. C'est très peu, mais pas si étonnant, quand on sait que pour ne pas perturber la vie touristique de la ville, la police n'entre pas dans les boîtes de nuit. C'est pourtant là que la drogue se trouve. Dans cette soirée, par exemple, sur un toit de la ville. Il suffit d'aller aux toilettes avec une caméra discrète.
Salut. Salut, comment ça va mon ami? J'ai de l'ecstasy et de la cocaïne. Et c'est combien? 100 $. 100 $ le gramme, presque 2 fois plus cher qu'à Paris. Trajet en soutien du contrôle de la zone côtière et zone centrale. 2h moins 10, l'officier Hervert vient vérifier que le couvre-feu mis en place l'année dernière est respecté. Il ne sort même pas de sa voiture. Tous les clubs ont déjà fermé. Ce sont eux qui avaient souhaité le couvre-feu pour éviter les problèmes de violence. On a eu un désaccord avec les jeunes. Ils voulaient que les établissements continuent à fermer à 4h du matin. Mais à cet horaire, les gens étaient plus alcoolisés. Ils n'arrivaient pas à se contrôler et on verbalisait plus. Les questions de sécurité n'empêchent de toute façon pas l'inéluctable. Le tourisme de masse arrive à Touloum. Un aéroport a même été inauguré l'an dernier. Ambition, 5 millions de visiteurs par an d'ici 5 ans. Si le front de mer n'est plus constructible, juste derrière, d'immenses projets immobiliers trouent la jungle maya. Voilà. Bonjour. Alors, je viens pour le rendez-vous. C'est dans celui-ci que Nathalie, une Française installée à Touloum depuis 2024, a investi. L'appartement se trouve de la partie qui donne sur l'arrière. Grâce au conseil de Daniel Agado, l'un des agents immobiliers les plus importants de la ville, installé lui depuis 9 ans. Donc voilà Nathalie, le 312, c'est l'appartement que tu as acheté sur plan. C'est ici, je t'en prie, rentre. La vue sur la jungle. Voilà. Ici, tu vas avoir la partie vitrée. Tu as un petit jacuzzi, une zone où tu peux mettre une table et une chaise. Tu auras donc le coucher de soleil qui va être vers là-bas. C'est bien pour pouvoir méditer dans le... Voilà. Elle prévoit d'y vivre de temps en temps, mais surtout de le louer à des touristes. On reçoit quand même quasiment 50% du tourisme du Mexique est concentré sur notre région, le Quintana Roo. Donc c'est un très bon investissement. Les 89 appartements coûtent entre 150 000 et 300 000 euros et se sont vendus en quelques jours. Plus-value estimée, et voilà. 12% par an, grâce notamment à un emplacement privilégié. Voilà, la vue à 160 et tu as 600 mètres à faire et tu es sur la zone hôtelière. Ah. Ça vous inspire quoi, Nathalie? On est vraiment dans l'authentique, dans la connexion à la nature, à la culture. Avec autant de béton, pour l'instant, on ne pense pas vraiment à la reconnexion avec la nature. Alors oui, mais le béton va changer, hein, forcément, puisque normalement, il doit être végétalisé. Oui, il va être très végétalisé. Ouais. Nathalie a provisoirement quitté son poste d'infirmière en médecine du travail à Béziers pour faire une pause. Voilà, la statue emblématique. Ma statue préférée. Touloum correspondait exactement au changement de vie qu'elle espérait. On a une communauté cosmopolite qui vient chercher un petit peu donc, la reconnexion et l'authenticité. Et ça passe par un lifestyle, donc le lifestyle du healthy food, la recherche de soi, les déplacements à vélo. Tout ça, c'est quelque chose qu'on trouve difficilement ailleurs. Elle a donc racheté en 2024 une petite agence de voyage. Excursion ce matin dans la réserve naturelle de Siankan. Traduisez, les portes du ciel. 650 000 hectares, 60 fois la superficie de Paris, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nathalie a organisé le voyage de Nicolas et Aurélie, jeunes mariés. Avec Carlos derrière. La zone n'est accessible qu'à 200 touristes par jour. Pour 125 € par personne, on vient tenter sa chance. Ils ne sont peut-être pas très loin. Là, c'est un dauphin. On est assez loin de la médecine du travail, là. C'est autre chose. La nature, la faune, la flore, l'oxygène, on respire. Pour finir, un bonus.
très bref. Une tortue. L'immense zone protégée a une dernière vertu. Elle est totalement inconstructible et évitera à Touloum la tentation de trop s'agrandir. À quelques centaines de mètres de la frontière américaine, côté mexicain, nous sommes conduits dans une planque du cartel de Juárez. J'espère qu'il va me répondre. Ce trafiquant de 25 ans commande une cellule spécialisée dans le passage de drogue aux États-Unis. Nous l'appellerons Marco. C'est le mec qui doit m'apporter la marchandise. Et une arme dont on aura besoin un peu plus tard. Pour communiquer, il utilise plusieurs téléphones et parle en langage codé. Allô? Je vais passer dans pas longtemps. J'attends plus que le 16. Je me mets en route. Ok, à tout à l'heure. C'est bon, ils vont m'apporter le 16. Et c'est quoi le 16? C'est un code qu'on utilise pour désigner la drogue. Aujourd'hui, c'est de la cocaïne. L'idée, c'est d'aller jusqu'à Chicago, passer la frontière, livrer. Ensuite, je mets l'argent dans la voiture et je reviens avec jusqu'ici. Marco est rémunéré 10 000 $ par mois par le cartel, qu'il a choisi car il peut entrer légalement aux États-Unis grâce à sa double nationalité, mexicaine et américaine. Amenez le sac. La cocaïne est apportée ici depuis un entrepôt secret, au dernier moment. Ça, c'est le matos qu'on va passer. Ici, ça vaut 3 000 $ le paquet. Et chaque paquet pèse 350 grammes. Aux États-Unis, ils valent 10 000 $, chacun. Là, aujourd'hui, j'ai 15 paquets à passer. Ça fait à peu près 5,5 kg. Ça fait 150 000 $. C'est une grosse somme d'argent. La cam, on la planque ici, tout simplement. Une fois que tout est remis en place, on ne voit plus rien. On n'a pas besoin de trop planquer la cam. On a un complice qui va nous faire passer. Il sait très bien ce qu'on transporte. Et qui est cette personne qui vous aide? C'est un douanier américain. C'est lui qui va me donner le signal quand je vais arriver au poste frontière. Quand il prend son service, il m'indique l'heure de passage. Si jamais il y a un problème, il me prévient. Je m'arrête et je fais demi-tour. Je ne peux pas risquer de perdre la marchandise. Elle vaut plus que ma vie. Marco prétend que le cartel corrompt des douaniers américains pour passer la drogue à la frontière. Nous ne serons pas autorisés à filmer le passage de cette voiture. Les trafiquants craignent que notre caméra attire l'attention d'autres douaniers. Les 5 kilos de cocaïne seraient passés sans encombre, en plein jour, par l'un des 4 ponts qui relient Ciudad Juárez à El Paso, au Texas. Selon le trafiquant, le douanier complice lui aurait indiqué une heure précise pour éviter les rondes de la brigade canine. Il l'aurait ensuite guidé jusqu'à sa guérite, visé les passeports et laissé passer la voiture sans la fouiller. L'immense agglomération de Juárez est la principale porte d'entrée de la drogue aux États-Unis. La démarcation entre les deux pays, c'est le fleuve Rio Grande. Côté américain, un premier grillage suivi d'un mur de 8 mètres de haut. Dans ce no man's land, truffé de caméras et de capteurs de mouvement,
seuls les douaniers de la Border Patrol peuvent circuler pour arrêter trafiquants et clandestins. Pour la première fois, le cartel de Juarez a accepté qu'une caméra montre comment il se joue de cette frontière parmi les plus surveillées au monde. C'est l'un des chefs de l'organisation qui nous a ouvert les portes. Un prisonnier de ce centre pénitentiaire d'État qui purge ici une peine de 50 ans de prison pour le meurtre d'un policier. Ça te plaît ici pour l'interview? Regarde avec les grilles derrière, c'est bien, non? Le prisonnier semble ici très à l'aise. Il a même des codétenus à son service. Ici, c'est bien? Dans la cour de la prison, un gardien nous surveille à distance, sans écouter notre conversation, pour le moins surprenante. Pourquoi avez-vous accepté de nous laisser filmer les opérations de votre cellule du cartel de Juarez? Pour être reconnu. Simplement pour qu'on nous connaisse. Moi, j'ai plus rien à perdre. Et on a tous un orgueil. C'est pour être connu par la société, par le monde entier. J'ai plus de 70 personnes qui distribuent la cam pour moi. Et j'ai toute la main-d'œuvre qu'il faut pour gérer mes affaires. Je ne peux pas te dire comment je commande depuis ici, précisément. Simplement, je fais savoir à mes hommes ce qu'il y a à faire. Et eux savent très bien comment faire passer la drogue aux États-Unis. Se jouer de la frontière et tout ça. Moi, j'adore ça. Ça me motive, ce job. Tu vois ce que je veux dire? Je fais 150 000 $ par semaine. Imagine par mois. Ça fait plus de 600 000 $. C'est de l'argent facile. Le cartel de Juarez serait dirigé par 12 chefs mafieux. Presque tous sont en détention, mais depuis leur prison, ils contrôleraient un territoire et des cellules de narcotrafiquants. Pendant 2 semaines, nous allons suivre l'une d'entre elles. Ce jour-là, nous sommes escortés en périphérie de la ville, tout près du mur. Ferme bien ton sac. Dans ce sac à dos, une cargaison de drogue que cet homme doit passer le soir même aux États-Unis. S'il se fait prendre, il risque 20 ans de prison. Là, il y a 2 kilos de cocaïne. Et là, 500 grammes d'héroïne. Valeur au prix de gros, 45 000 $. Moi, je gagne entre 300 et 500 $ par passage. Les passeurs, c'est le bas de l'échelle. Ils sont pilotés par des lieutenants du cartel. Ce sont nos chefs qui nous donnent le feu vert pour passer à l'action. Tant qu'on n'a pas reçu le signal, on ne bouge pas. Ce jour-là, le lieutenant, c'est Daniela. Elle répercute les ordres du chef que nous avons rencontré en prison. Je leur ai dit qu'on allait attendre avec eux. Faut pas rester ici. On part du côté du pont. Le passeur circule toujours à moto pour pouvoir prendre la fuite avec la drogue à tout moment en cas d'arrivée des forces de l'ordre mexicaines. Le passage doit s'effectuer à la nuit tombée à proximité du centre-ville, sur les rives du Rio Grande. Bon, je t'explique. Tout va se passer ici dans très peu de temps. Allez, dépêchez-vous, allez-y. L'opération va prendre plus d'1 heure. Le passeur traverse accompagné d'un acolyte qui va l'aider à franchir le premier grillage.
En traversant le fleuve, ils pénètrent illégalement en territoire américain. Ils peuvent donc être interpellés à tout moment. Mais Daniela et ses 2 comparses auraient en fait un rendez-vous. Essaye de voir si tu reconnais le douanier de la dernière fois. Qu'est-ce que tu dis? Normalement, c'est le même douanier que la dernière fois. On le connaît. C'est un petit gars avec les cheveux en pétard. Soyez attentifs, ils vont passer là. Daniela prétend qu'un agent de la Border Patrol les attend à moins de 150 mètres. C'est les douaniers qui récupèrent la marchandise? Oui, parce qu'on les paye pour ça. Et vous les payez combien? 5 000 $ par semaine chacun. Et donc là, ils seraient à 150 mètres, c'est ça? Mais moins que ça. Regardez, on les voit d'ici. On va s'approcher pour que vous puissiez les voir. Regardez, la Border Patrol est juste là. Dans leur voiture, ils ont accès à toutes les vidéosurveillances. Ils savent très bien où on est. Quand il y a des migrants qui essayent de rentrer, immédiatement, ils débarquent avec des hélicoptères et tout ça. Nous nous sommes déplacés pour filmer discrètement cette voiture au téléobjectif. Selon Daniela, cet agent de la Border Patrol est censé récupérer la drogue. Et visiblement, il observe les trafiquants aux jumelles. Ce que tu vois là, ça vaut tous les discours. On est là depuis un certain temps et personne ne vient nous arrêter. Ni la police mexicaine, ni la douane. Selon Daniela, le chef du cartel organiserait ces trafics en fonction des heures de service des douaniers américains de mèche. Daniela lui rapporte les détails de l'opération. Ils ne sont pas arrivés pour la marchandise. Quelques minutes plus tard, une fourgonnette de la Border Patrol passe sans s'arrêter. C'est le signal, selon Daniela. Ils font toujours le même tour. D'abord, ils passent pour voir que tout va bien et donnent le feu vert. C'est à ce moment-là que l'autre voiture va venir pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est une autre voiture qui vient chercher la marchandise? Oui, la voiture qui va prendre la cam. Il est temps pour les 2 passeurs d'escalader le grillage. Ils sont à découvert et Daniela n'est pas très discrète. Allez, aide-le à monter! Vite, vite! Mais bon sang, aide-le à monter! Mais c'est pas comme ça qu'on fait! Difficile d'imaginer que 150 mètres plus loin, le douanier n'a toujours rien vu. Les 2 kilos de cocaïne et les 500 grammes d'héroïne sont passés. Allez, on y va. Les 2 passeurs retraversent tranquillement. Nous filmons dissimulés dans notre voiture et le douanier s'est rapproché. Donc c'est bien cette voiture qui va récupérer la marchandise? Oui. On a terminé le boulot, nous. Je vais leur indiquer que c'est bon et on va devoir y aller. Parce qu'ils vous ont vu et ils ne veulent pas s'approcher. Daniela donne le signal et nous ordonne de partir. On nous expliquera le lendemain que ce douanier aurait bien récupéré la drogue avant de la remettre à un trafiquant d'El Paso. Un mode opératoire parfaitement connu des autorités américaines. Les affaires de narco-douaniers font régulièrement la une des journaux télévisés. L'agent de la Border Patrol, Joel Luna, a été condamné à 20 ans de prison. L'affaire Joel Luna est l'une des plus emblématiques. Cet officier de la Border Patrol a reconnu avoir passé de la drogue pendant 6 ans pour le compte des cartels mexicains. Lors de la perquisition à son domicile,
les enquêteurs découvrent 90 000 $, 1 kilo de cocaïne, de l'héroïne et des armes. Le cas Joel Luna est loin d'être isolé. Un douanier américain est arrêté chaque mois pour des faits de corruption. Dans ce document, publié par une ONG, tous les cas de corruption dans la Border Patrol depuis 2004. 210 affaires au total. Trafic de marijuana, cocaïne, méthamphétamine. Du simple garde-frontière aux officiers superviseurs. La Border Patrol est l'agence fédérale la plus corrompue du pays. Et malgré nos demandes répétées, son service de presse n'a pas souhaité répondre à nos questions. Côté mexicain, le cartel de Juarez aurait acheté des dizaines de policiers municipaux pour garantir son impunité. Mais même avec la complicité des forces de l'ordre locales, les passages de drogue peuvent très mal tourner et nous allons en faire l'expérience. Ce soir-là, un chef de cellule nous conduit chez une de ses complices. El Flaco, comme on le surnomme, doit faire passer une grosse cargaison, 30 kilos au total. Il nous présente un petit échantillon. C'est de la cocaïne. C'est déjà pesé, mais je teste toujours le matos pour être sûr de la qualité. Et ça, c'est du cristal. Ça se fume avec une pipe. Le cristal, une drogue de synthèse qui fait des ravages aux États-Unis. Il y a aussi de l'héroïne. Le reste de la cargaison sera acheminé à la frontière à la dernière minute. Bon, on y va maintenant. On va à la frontière et on va attendre le feu vert pour passer la marchandise de l'autre côté. Allez, on y va. À nouveau, nous sommes conduits sur les rives du Rio Grande, au même endroit que la dernière fois. El Flaco rejoint 3 complices. Bon, ça va? Tout est calme? Oui, c'est bon. Pour rejoindre la frontière, ils prennent tout simplement l'autoroute à contresens. Puis traversent le terre-plein central, en toute décontraction. Attends, il y en a une qui va passer. Allez, vas-y. Tu vois ces portes là-bas? Au moment de passer, elles vont s'ouvrir. Et comment vous les ouvrez? C'est un officier américain qui va l'ouvrir. Un agent de la Border Patrol? Exactement. Les trafiquants se pensent à l'abri de la police municipale qu'ils ont en partie corrompue, mais un autre service, la police d'État, serait, elle, sur leurs talons, en particulier ce soir. Quoi? Comment ça? Mais ils sont de quel côté? Putain de sa mère! Il se passe quelque chose, bordel! Putain! Mais elle est de quel côté, cette opération? Quel service? L'agence d'investigation? Les mecs, en voiture! Allez, allez, barrez-vous! Venez, nous on passe par en bas. Venez. Mais nous on doit vous suivre là? Mais oui, venez avec moi. Maniez-vous. Pour éviter de se faire prendre ensemble, le groupe se sépare en deux. El Flaco contacte son chef.
On part se planquer, patron. Non, non, ils n'ont pas livré la marchandise. Allez, maniez-vous! L'autre partie de l'équipe nous récupère 500 mètres plus loin. Allez, montez, montez! Accrochez-vous. Tout va bien, les gars? Faut qu'on retourne à la planque. Mais qui vous a prévenu de cette opération? C'est les indices que nous avons dans la police. Ils nous informent quand il y a des opérations. Les flics venaient pour nous. Quelqu'un nous a balancé, les gars. Ils sont venus pour nous et ils savaient exactement où on était. Quelqu'un nous a vendus. Le détail et l'horaire du passage de drogue n'étaient connus que par quelques membres de son équipe. Putain de sa mère. Ce soir-là, un dénommé El Zorro aurait annulé sa participation à la dernière minute. El Flaco l'appelle. Il le soupçonne d'être la taupe. Allô? C'est quoi ce bordel, mec? Mais comment ils ont pu savoir? Mon cul, ouais. Quelqu'un nous a balancé. Ils savaient exactement où on était. Si un addict m'avait pas averti, on serait dans une sacrée merde. Tu racontes que des conneries. Hé, mec, appelle les commandos et dis-leur d'aller chercher El Zorro. C'est cette qui nous a balancé. C'est sûr que c'est lui. Mais si, on sait que c'est toi. T'es le seul qui savait. On t'a tout expliqué cet après-midi. T'as pas intérêt à bouger de chez toi. On va venir te chercher et si tu bouges, je te jure, on va buter toute ta putain de famille. C'était qui au téléphone, là? C'était El Zorro, c'est lui qui nous a balancé. On a fini par s'en rendre compte, on a fait notre enquête. Nos indices nous ont aussi confirmé que c'était lui la balance. Mais vous en êtes sûr? On va le choper et on va le faire disparaître. On sait qu'il bosse avec le cartel de Sinaloa. Allez, on se barre, les gars. Le cartel de Sinaloa, c'est le grand rival du cartel de Juarez. Depuis 2 ans, il tente de prendre le contrôle de la ville et de ses points de passage vers les États-Unis. Pour y parvenir, les mafieux du Sinaloa auraient même acheté la complicité de la police d'État. Dès le lendemain, El Flaco mène la vendetta contre la police et le cartel de Sinaloa. Le cartel de Sinaloa a placé des hommes à la tête du commandement de la police d'État. Donc nous, en représailles, on a enlevé des officiers de la police d'État. Ce sont des hauts gradés qui détiennent beaucoup d'informations. Donc on les a enlevés pour les interroger et leur faire cracher ce qu'ils savent. Oui, monsieur. Apparemment, le policier qu'il séquestre ne veut pas parler. Considérez que c'est déjà fait, monsieur. Vous aurez l'information ce soir. El Flaco répercute les ordres de son chef, sans état d'âme. Allô, Juanito? Bon, on a reçu l'ordre d'enlever son épouse pour que le flic se mette à parler. Tu prends les 2 flingues et tu pars m'enlever sa femme. On a eu l'information qu'elle allait à la salle de sport. Appelle les indices pour qu'ils surveillent et dès qu'elle arrive, tu me l'enlèves. Tu me l'emmènes à la planque avec son mari. Quand il va voir sa femme, je te garantis qu'il va cracher le morceau. J'ai besoin de savoir où sont leurs planques.
Je veux savoir qui sont les officiers qui protègent le cartel du Sinaloa. Je veux savoir qui ils sont. Je veux leur nom, leur domicile et leur adresse. Je veux tout savoir, et même ce qu'ils bouffent, ces connards. Débrouille-toi pour m'obtenir ces informations. C'est un ordre qui vient directement du patron. Mais l'épouse, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Oui, exactement. Elle est innocente. Mais pourquoi s'en prendre à des innocents? On doit l'enlever, ce sont nos ordres. Même si on se salit les mains, il faut bien qu'on utilise les atouts qu'on a. On va enlever son épouse, et s'il ne veut pas parler, on va couper les doigts de sa femme les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il parle. À cet instant, nous sommes extrêmement mal à l'aise et démunis face à une situation que les narcos contrôlent totalement. Et je peux pas t'en dire plus. Parce que sinon, mes patrons, ils vont pas te laisser la vie sauve. Si jamais tu en sais trop, tu vois ce que je veux dire. La menace est à prendre au sérieux. L'an dernier, 9 journalistes ont été exécutés par les cartels mexicains. Quant aux policiers, ils sont 24 à avoir été assassinés en 2018, rien qu'à Ciudad Juárez. Les commissariats de la ville sont régulièrement mitraillés et dans les rues, le sang de la vendetta coule quotidiennement. 3 à 10 meurtres par jour pendant notre tournage. Ce jour-là, à 9 h du matin, un jeune de 17 ans est tué d'une balle en pleine tête à 100 mètres de chez lui. À 18 h, un homme de 35 ans est tué devant sa porte de 3 balles. 21 h, un autre est exécuté dans la boutique d'une station-service. Dans plus de 9 cas sur 10, ces crimes restent impunis. La justice ici, elle n'existe pas. Les flics, ils ramassent les douilles, puis c'est tout. Il n'y a jamais d'enquête. Ils classent l'affaire et puis ils oublient. Cette nuit-là se termine par un massacre à l'arme automatique dans une salle de billard du centre-ville. Les 5 victimes seraient des hommes du cartel de Sinaloa, abattus par El Flaco en personne et son fils de 17 ans, déjà tueur à gages pour le cartel. El Flaco aurait localisé ses ennemis grâce aux informations extorquées à l'otage policier et sa femme. Il est défoncé à l'héroïne et n'éprouve aucun remords. Exterminé dans un billard. Ça, c'est nous qui l'avons fait. On a eu l'info que 5 membres du cartel de Sinaloa y étaient. Nos chefs nous ont donné l'ordre d'aller les flinguer. C'est mon fils et 3 de ses potes qui sont entrés d'un côté et moi de l'autre. Et on les a butés, tous les 5. Pour nous journalistes, impossible de dénoncer ces crimes dans l'immédiat, sans risquer nos propres vies. Dans cette ville où les autorités sont elles-mêmes infiltrées. Quoi qu'il en dise, le procureur de Juárez et chef de la police d'État n'est peut-être pas impartial dans la guerre des cartels. Avant, il y avait effectivement un pacte de non-agression entre les organisations criminelles et le gouvernement. Donc ils n'agressaient pas les policiers et en contrepartie, ils n'étaient pas poursuivis dans leurs activités criminelles. Mais depuis 2 ans que je suis arrivé aux responsabilités, il n'y a plus aucun compromis ni accord avec le crime organisé. Mais il semblerait que votre administration soit dans une guerre ouverte avec le cartel de Juárez, précisément.
Ce cartel en particulier a une réaction très vive aux enquêtes et aux opérations de la police. Ils ont attaqué les forces de l'ordre. C'est donc contre ce cartel que nous concentrons nos efforts. Les autres organisations, elles, n'ont pas réagi de la même façon. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun accord entre la police d'État et le cartel de Sinaloa? Il n'y a aucun accord. Nous les attaquons de la même manière. L'offensive du cartel de Sinaloa à Ciudad Juárez, c'est le dernier coup de force d'une organisation tentaculaire qui ne cesse d'étendre son influence. Sur plus de 1200 km, soit la moitié de la frontière, toutes les villes adossées au mur sont tombées sous son contrôle, comme Nogales, 20 000 habitants. La mafia du Sinaloa est organisée comme une multinationale, avec des centaines de cellules indépendantes, comme celle de Sergio, 20 ans de trafic sous la cagoule. Chaque cellule a une spécialité dans ce cartel. Nous, on ne trafique aucune autre drogue que la marijuana. On peut faire passer 100 kilos d'un coup, parfois plus. Ça dépend de la commande qui nous est passée par nos contacts aux États-Unis. On expédie à la demande. Sergio commande une cellule de 15 hommes. Il assure 2 à 3 passages par semaine. Ce jour-là, il doit acheminer une 50aine de kilos d'herbe. Vous êtes prêts, les gars? Prêt, chef. On va y aller. Ouvrez un sac pour leur montrer la marchandise. Valeur de la cargaison, $50 000. Regardez. C'est de la super qualité. De la pure weed pour les Amerlocs. Ici, elle vaut $500 le kilo. Et de l'autre côté de la frontière, elle passe à $1,200. Même si 9 États américains en ont autorisé l'usage récréatif, la marijuana légale reste beaucoup plus chère que l'herbe de contrebande mexicaine. Bon allez, en route. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Tu devrais déjà être prêt. Regarde comme tu galères, là. Il faut que tu sois plus vif, mon gars. C'est la première fois que vous faites ça? Oui, c'est ma première fois. Pourquoi vous le faites? Pour l'argent. Pour essayer de m'en sortir. Mais arrête de trembler, mon gars. Tremble pas, il va rien t'arriver. Chacune des 3 mules est payée $1 000 à $1 500 par passage, selon son expérience. Un gamin de 15 ans porte l'euro, car pour atteindre la frontière, ils vont devoir marcher pendant 6 heures. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on fasse gaffe, là. On va attendre un petit peu. Les trafiquants contactent leurs guetteurs postés sur le chemin. Ils surveillent les mouvements de l'armée mexicaine que le cartel a plus de mal à corrompre que la police. Comment c'est sur le terrain devant? Tout va bien? Ok, compris. Les militaires seraient à quelques centaines de mètres. Quatre heures plus tard, nous arrivons en vue de la frontière américaine. Je surveille la frontière pour voir s'il y a des flics.
Une fois là-bas, on va escalader le mur. Et de l'autre côté, quelqu'un va venir récupérer la cam au point de rendez-vous. Nous ne sommes pas autorisés à approcher plus près. Le cartel souhaite garder le lieu de livraison secret. L'an dernier, 217 tonnes de drogue ont été saisies à la frontière. Une petite partie des quantités astronomiques qui passeraient sous les radars. Tant que l'argent des cartels pourra corrompre policiers et douaniers des deux pays, difficile d'imaginer que le nouveau mur anti-drogue et anti-migrants voulu par Donald Trump puisse véritablement mettre un terme au narcotrafic.